Certains partagent une image de vous, vous étiez à côté du ministre de la Transition écologique et vous lui transmettez un petit papier et tout le monde fantasme un peu sur ce qui est écrit sur ce papier. Est-ce que vous pourriez rétablir la vérité et nous dire ce qui était écrit et quel message vous avez fait passer au ministre hier? Je vais le dire tout simplement. Contrairement à ce que pensent les gens, c'est pas mon RIB parce que j'espère que vous me trouvez pas assez con pour croire que je suis capable de donner mon RIB en direct parce que mon RIB, je l'ai pas donné et avant d'attaquer ce mouvement, j'ai refusé un poste contre mon silence. Et voilà, donc... Qu'est-ce qu'il y avait sur ce papier? Sur ce papier, c'était le numéro de téléphone d'une personne qui m'a écrit parce que de faire passer son numéro parce que elle est dans une situation compliquée. Et... Regardez le sourire de Gabriel Attal, notre Premier ministre. Il sait qu'il a gagné. Il sait qu'il lui a retourné le cerveau. Il sait que il a poussé le premier domino qui allait peut-être pas faire tomber tout le mouvement, mais qui allait foutre un sacré bordel dans le truc. L'un de mes concepts de philosophie politique favori, c'est la loi d'airain de l'oligarchie. La loi d'airain de l'oligarchie, j'avais fait une vidéo dessus sur la chaîne principale. C'est un concept qui a été développé par un proche de Max Weber, qui s'appelait Robert Michels, qui est son principal ouvrage, Sociologie des partis politiques. Son ouvrage est applicable à des situations politiques dans les partis politiques, mais aussi dans les syndicats et dans toutes sortes d'organisations. Donc c'est super intéressant parce qu'avec le mouvement agricole, qu'est-ce qui se passe? Là, on a eu un des leaders proclamés du mouvement qui a rencontré le Premier ministre, Attal, et le ministre de l'Agriculture. Et comme par miracle, il a annoncé que les agriculteurs avaient été entendus et que les blocages allaient très certainement se lever. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a fait penser à Ingrid Levavasseur. Ingrid Levavasseur, c'était une femme leader des Gilets jaunes, qui s'était fait embarquer par le système médiatique, qui avait proposé une liste aux européennes qui s'est évidemment fracassée. Et elle avait été décontenancée par la réception que le mouvement avait eue de sa candidature. Donc on va regarder ça ensemble après, mais d'abord, intéressons-nous à Jérôme Bail. Donc Jérôme Bail, c'est cet agriculteur qui a été reçu par Gabriel Attal et le ministre de l'Agriculture. Bon, je pense que vous avez entendu tous les annonces qu'on a eues cet après-midi. Je voulais personnellement vous remercier à tous parce que ça fait plus de 7-8 jours qu'on est là. 8 jours qu'on a œuvré pour montrer une belle image de l'agriculture et montrer qu'on était des agriculteurs avec des valeurs. Et j'avais été titillé, monsieur le Premier ministre et monsieur le ministre de l'Agriculture. Je pense que j'ai pas été trop tendre avec eux, mais bon, on est du Sud, on a du tempérament et on parle des fois un peu fort. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier, de nous avoir respectés, parce qu'en venant nous rencontrer, c'est nous montrer une preuve de respect. Il y avait un journal télévisé, je ne sais pas si vous l'avez vu, où c'est qu'il y avait la photo de notre tête d'un côté et la photo de la tête de l'autre, et il y avait écrit le match est but. Regardez le sourire de Gabriel Attal, notre Premier ministre. Il sait qu'il a gagné. Il sait qu'il lui a retourné le cerveau. Il sait que il a poussé le premier domino qui allait peut-être pas faire tomber tout le mouvement, mais qui allait foutre un sacré bordel dans le truc. Le chef du gouvernement, Gabriel Attal, et le leader de la révolte agricole, Jérôme Bail. Donc, le lendemain, quand on m'a posé la question sur cette photo-là, j'ai dit vous pouvez lui faire passer le message que je n'aime pas perdre. Donc, en venant ici, en venant dans le Gouvernement, c'était déjà une petite victoire. Bon, on va pas tous se manger, parce que, ça fait quand même mal au cœur de voir quelqu'un se mettre à genoux comme ça, même si ça se voit pas sur l'image. Jérôme Bail, ils ont fait des reportages sur lui en racontant une légende hagiographique. On nous l'a vendu comme un opposant hyper virulent et passionné par sa cause, et d'un coup, c'est le besta d'Attal et il se couche comme une devant 3 mesurettes. Manipulez-nous mieux. La loi d'airain de l'oligarchie, dont je parle sur la chaîne principale, ici, donc politique, pourquoi les partis empêchent le changement, et j'aurais pu dire les partis, les syndicats, tout ça, et le titre de révolutionnaire à conservateur, et normalement c'est un processus qui se fait sur des années. C'est-à-dire par exemple, l'exemple que je donne dans la vidéo, c'est de dire que si vous êtes sous une dictature, que vous participez à un mouvement révolutionnaire pour faire tomber la dictature, que vous parvenez à faire tomber la dictature, que vous installez un nouveau gouvernement qui est plus progressiste que la dictature d'avant. Bon, c'est très bien. Donc vous mettez en place des réformes et tout, et la vie du pays s'améliore. Et puis
vous êtes au pouvoir pendant quelques années, ou votre parti, votre mouvement est au pouvoir pendant quelques années, encore et encore. Et contrairement à un De Gaulle qui a l'honneur de partir quand le peuple le lui demande, et ben vous accrochez. Parce que vous dites quand même, avant c'était la dictature, donc moi, quoi qu'il en soit, ce sera mieux que ce qu'il y avait avant. Le problème, c'est que vous avez des jeunes qui n'ont pas connu la dictature, mais qui n'ont connu que votre propre régime. Alors pour vous, ce régime, il est progressiste, mais pour eux, ce n'est pas le cas. Ils aspirent à de nouveaux changements, plus de peut-être d'autres libertés, etc. Mais vous voulez pas. Parce que vous avez le pouvoir et vous voulez le garder. Et donc en fait, vous qui étiez révolutionnaire la génération précédente, vous êtes devenu ce que vous combattiez, c'est-à-dire un dictateur, de fait. Mais voilà, c'est ça en fait la loi des reins de l'oligarchie. Donc vous voyez, ça peut durer, c'est le fait de dire que quand vous venez de la base et que vous êtes un représentant de la base avec des puissants pour négocier, et au fur et à mesure du temps, votre lien avec la base va s'étioler et votre lien avec les gens avec qui vous négociez va se renforcer. Et du coup, votre statut de représentant de la base va devenir plutôt celui de représentant des gouvernants. C'est ce qui se passe avec la FNSEA, c'est ce qui se passe avec beaucoup de syndicats, notamment la CFDT. C'est le meilleur exemple. Ce concept, ce principe de loi des reins de l'oligarchie, je pense que ce qui s'est passé avec Jérôme Dale, c'est qu'il a été présenté par les médias comme étant, ils le disent, un opposant hyper virulent et passionné par sa cause, mais je pense qu'il n'a pas la culture politique qui lui permet d'avoir du recul sur ce qui se joue quand il négocie avec Gabriel Attal. Certainement que Gabriel Attal lui a promis tout un tas de choses, peut-être de fonder une liste, peut-être machin, mais lui il a pas le recul parce que bon, c'est pareil, pour avoir le recul sur ça, déjà faut être passionné par les philosophies politiques, faut être passionné par comment fonctionnent les sociétés, comment fonctionnent les comportements des groupes, comment fonctionne la politique en vrai à travers l'histoire. Donc ça demande une certaine passion, une certaine envie de savoir. C'est pareil d'être proposé, propulsé comme leader d'un mouvement par les médias. C'est pas quelque chose auquel on est préparé. Vous avez aucune formation à ça. C'est un truc qui vous vient comme ça. Et si vous êtes mal entouré, ou si vous êtes entouré par des gens qui sont comme vous, c'est-à-dire qui sont pas plus au courant de vous du fonctionnement de tout ça, vous vous laissez embarquer, puis vous emparez d'une espèce de stature parce que les gens vous reconnaissent, petite célébrité, etc., etc. Et donc ça vous change votre vision de comment vous devez vous comporter. Et donc là, on a bien vu que Jérôme Bail, il s'est très rapidement couché en tant que porte-parole du mouvement, d'une certaine partie du mouvement. Il imagine que son influence est importante, mais c'est pas le cas. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui disent non, c'est mort, on va pas arrêter, on va continuer notamment à Agen, je crois, à Rennes aussi. Mais vous voyez par exemple déjà sur la 1, les agriculteurs respectables insultent les traites de la FNSEA qui veulent lever le barrage après les mesurettes d'Attal. Bien sûr, mais bien sûr. Si les agriculteurs français veulent vivre de leur métier, il faut déjà qu'ils se débarrassent des richissimes empoisonneurs de la FNSEA qui ne servent que les intérêts de sa caste et ceux du gouvernement. Loi des reins de l'oligarchie. Je suis tellement il y a un peu de ressentiment dans mon attitude, mais ce livre-là et cette philosophie-là politique, elle explique tellement de choses, mais elle explique même des choses concernant Cuba, concernant la famille Castro à Cuba, c'est la même chose, concernant tous les mouvements révolutionnaires qui ont ensuite assis leur propre dictature. Là, je crois que j'avais fait un truc sur le Nicaragua, c'est pareil. Le président actuel du Nicaragua était un résistant à la dictature de quand il était jeune. Donc il a été un résistant et un opposant politique à la dictature, et une fois qu'il arrive au pouvoir, il a fini par ne pas vouloir le lâcher, et il est aujourd'hui lui-même un dictateur. Je sais pas, moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial et je trouve ça incroyable qu'on n'entende pas plus souvent ce concept mis en avant par des sociologues, par des politologues, par des gens du métier, quoi. Moi, ça me paraît fou, quoi. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me paraît dingue que ça soit pas plus mis en avant. Donc, on va utiliser un autre exemple pour illustrer ce mouvement-là, qui est donc Ingrid Levavasseur. Pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque des Gilets jaunes, c'était, pareil, quelqu'un qui était présenté comme étant une des leaders du mouvement. Mais comme d'autres leaders du mouvement, elle s'est fait emporter par le système médiatique, elle s'est fait emporter par cette nouvelle notoriété auquel elle n'était pas préparée. Et je pense que son inculture politique, son inculture de l'histoire politique lui a fait
pas prendre conscience de ce en quoi elle était embarquée. Et voilà, européenne, pourquoi la liste des gilets jaunes a explosé en plein vol? Parce que les gilets jaunes veulent pas de représentants. Tout comme les agriculteurs ne veulent pas de représentants, les agriculteurs et les gilets jaunes, ils veulent quoi? Ils veulent vivre de leur travail. Ils veulent vivre de leur travail pour payer leurs factures, nourrir la famille et avoir des loisirs. C'est ça le truc, hein. Moi, j'écoute beaucoup de vidéastes, notamment une chaîne qui s'appelle Pas du Ring ou Pas du Stream, qui est un marxiste communiste avéré, hein, qui se revendique comme tel. Et moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je le rejoins, notamment du fait de s'émanciper de la domination politique de la bourgeoisie. Mais je pense qu'il n'a pas conscience, ou il ne se rend pas compte que 90%, même je dirais 95% des gens, ils veulent pas changer de système. Ils veulent, enfin, si Mélenchon dit que votez pour moi, on va revenir dans la France des 30 glorieuses, mais même les commerçants, et les petits patrons, et les patrons de TPE, PME, ils vont voter pour Mélenchon. Même les gens même les gens qui votent le FN vont voter pour Mélenchon. Parce que au bout d'un moment, ils ne veulent pas d'un changement de système, les gens, ils veulent vivre de leur métier. Même si leur métier leur plaît pas. C'est-à-dire que si vous avez un métier que vous détestez, mais que ce métier que vous détestez vous laisse vos week-ends tranquilles, 5 semaines de congés par an, de quoi payer toutes les mutuelles et de quoi bien vous nourrir, même si de temps en temps on se sacrifie un resto ou se sacrifie un ciné, mais bon, on peut quand même se faire du bien, on peut quand même aller au barbecue tous les week-ends. Pas le grand soir, les gens, hein. Ils veulent pas la révolution prolétarienne, hein. Ils veulent être des gens, des 30 glorieuses. Ils aspirent à rien de plus. Moi, je suis persuadé de ça. Et ça se ressent, je pense, politiquement. Moi, j'aimerais un peu plus, évidemment, je voudrais aller au-delà de ça. Mais j'ai conscience que même si aux gens, tu leur dis quels sont les problèmes et comment on peut y remédier en changeant de système, pour eux, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué ou c'est trop dangereux. Donc ils iront pas sauter le pas, ils s'imaginent pas un monde comme celui-là. Vous voyez par exemple sur De Gaulle, moi j'avais fait des shorts et des vidéos sur De Gaulle, les gens ils regrettent la période de Gaulle. Alors que je suis désolé, la période de Gaulle c'est pas la période la plus libérale du monde. Il y avait pas l'interruption volontaire de grossesse, il y avait toujours la peine de mort, enfin il y avait plein de choses quand même sous De Gaulle qui étaient limites par rapport à nos critères d'aujourd'hui. Et pourtant, il y en a beaucoup qui le regrettent parce que c'est pas De Gaulle qui le regrette. C'est ce qu'il représente en termes de stabilité économique et de croyance en l'avenir. C'est ça qui leur manque. Mais voilà, donc si on regarde le parcours de Ingrid Levavasseur, donc elle fait, comptant parmi les figures du mouvement des Gilets jaunes, elle se mobilise alors dans l'agglomération rouennaise où elle réside. De 2020 à 2021, les conseillères municipales d'opposition à Louviers. 2021, les chroniqueuses dans Apolline Matin, émission d'Apolline de Malherbe. Voilà, donc chroniqueuse. Donc voilà, elle est sortie de sa condition de gilet jaune pour rentrer dans le petit monde de la bourgeoisie médiatique où elle a servi un peu de faire valoir, quoi. Dire, regardez, les gens du peuple, ils peuvent quand même passer chez BFM, ils peuvent quand même travailler avec Apolline de Malherbe. Ils en ont de la chance, les gens du peuple, hein. Ceux qui se sortent les doigts. Ouais, c'est marqué en septembre 2021, je ne pense pas qu'il y soit toujours. Assure n'avoir jamais eu aucun engagement politique, syndical ou associatif d'aucune sorte, donc pas de culture politique. Voilà, t'as pas de culture politique. Les gens qui vous disent je n'ai pas de parti ou je n'ai pas je n'ai pas d'idée politique bien définie, ce sont des gens qui se satisfont de la société telle qu'elle est. Quelqu'un qui dit je suis ni droite ni gauche, c'est quelqu'un qui a pas de culture. C'est pas méchant de dire ça, hein. Moi je suis pas sportif. Je regarde pas le sport, je déteste ça. Je vais pas commencer à dire, à parier sur telle ou telle équipe en disant que ouais, celle-ci a plus de chances de l'emporter que l'autre. J'y connais rien. Mais par contre, quand quelqu'un me dit qu'il est ni droite ni gauche, bah il me dit en fait qu'il a pas de culture. Et donc que son avis entre guillemets politique n'a pas de réelle valeur parce que bah c'est basé sur rien. C'est basé sur de l'actu, c'est basé sur ce qu'il a entendu à la télé ou ce qu'il a lu dans le journal. Mais c'est pas de la culture politique. C'est pas grave, c'est pas insultant. Mais quand tu ne peux pas donner un avis pertinent si tu n'as pas de lecture, d'expérience ou de conférence ou d'études sur un sujet. C'est pas possible. Tu vois, c'est pas méchant, hein, mais la politique, c'est comme toutes les activités humaines. Il y a des gens qui le font en survolant. Et puis il y a des gens qui le font parce qu'ils sont passionnés, et puis il y a des gens qui l'étudient parce qu'ils adorent ça, et puis ils peuvent avoir des avis plus pertinents. C'est comme tout le monde. Michel Onfray a pu avoir des analyses politiques très pertinentes à un moment, et puis il y a d'autres moments où là il est parti complètement en vrille, quoi. Le mec il a bloqué sur le wokisme et tout machin, mais le wokisme c'est bon, soyez adulte un peu, enfin passez à autre chose, quoi. Le wokisme c'est la fin de la civilisation. Est-ce que c'est le wokisme qui a délocalisé des milliers de postes à travers le monde parce que ça coûtait moins cher de le faire en Chine? C'est le wokisme qui a fait ça? Est-ce que c'est le wokisme qui a dit on arrête de stocker des masques parce que ça sert à rien, en plus ça coûte cher? C'est le wokisme qui a fait ça? C'est le wokisme qui a déménagé les industries pharmaceutiques vers la Chine parce que le Doliprane ça coûtait moins cher de faire là-bas? Donc au bout d'un moment faut arrêter, quoi. C'est le wokisme qui détourne chaque année
des dizaines de milliards d'euros à travers des aides indues ou des détournements de fonds publics. Donc en fait, c'est énervant au bout d'un moment des types comme Onfray qui ont écrit 100 bouquins, mais il n'y en a pas un seul qui est retenable. C'est terrible. Moi, je suis allé le voir à une conférence une fois, je lui ai serré la main et tout, mais là aujourd'hui, si j'y retourne, je dis bah écoutez, avant les gilets jaunes, vous étiez quelqu'un d'intègre et d'intelligent. Là, depuis que vous passez à la télé, vous êtes un BHL bis. Hein, je suis désolé de vous le dire. Hein. Enfin bon, bref. Et quand tu te focalises sur le wokisme, tu te focalises pas sur la perte industrielle ou le fait qu'on ait fermé Fessenheim. Alors que bon, c'est quoi cette lubie quoi? C'est le wokisme qui a permis de fermer Fessenheim. C'est le wokisme qui a signé les traités de libre-échange avec le Canada pour qu'on ait ou avec la Nouvelle-Zélande pour qu'on ait des kiwis de Nouvelle-Zélande. Ça doit être des wokistes qui ont fait ça à Bruxelles. Enfin bref, vous aurez compris. Donc voilà, quelques semaines après cette annonce, à la suite de plusieurs rétractations et dissensions, Ingrid Levasseur quitte le RIC et renonce à se présenter sur une liste dans les élections européennes. Et évidemment que tu n'as jamais participé à un parti politique, tu n'as jamais milité, tu ne sais pas comment fonctionne un parti, mais il y a une colère populaire qui monte, il y a des caméras qui viennent te voir, ils viennent te dire c'est quoi votre plan, j'en sais rien, bah montrez-nous un plan parce que nous il faut qu'on montre quelque chose aux téléspectateurs, il faut qu'on nous raconte une histoire. Bah écoutez, on va se concerter avec les gars. Bon les gars, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une liste? Ouais, il y a 3-4 personnes qui sont chauds là parce qu'ils se sont dit on va enfin quitter notre condition misérable et gagner 5000 € par mois pour s'asseoir dans des sièges et discuter. Ouais, sauf que tout le monde n'est pas d'accord. Et en fait, les gilets jaunes, une fois encore, ils voulaient pas de représentants, je sais pas quoi, ils voulaient revenir à leur vie d'avant, c'est tout. Et c'était pas plus. Les gilets jaunes, ils voulaient pas la révolution prolétarienne, hein, une fois encore. Donc voilà, ça c'était ce dont je voulais vous parler sur la loi d'airain de l'oligarchie. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs.